Aujourd'hui, je reçois Marguerite, qui a été Analytics Engineering Manager chez Datadog, une entreprise tech américaine qui a été fondée par 2 Français en 2010. Donc Datadog est coté à la bourse de New York et en 2024, ils ont réalisé un chiffre d'affaires de 2,68 milliards de dollars. Donc la société aujourd'hui, elle compte plus de 6500 employés et est présente dans 33 pays dans le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Datadog, c'est une plateforme d'observabilité qui aide les équipes tech à surveiller et sécuriser leurs applications et infrastructures cloud. Aujourd'hui, Marguerite va nous expliquer comment elle a mis en place avec son équipe une approche Analytics Engineering et Self-Service chez Datadog. Hello Marguerite, comment ça va ? Très bien, et toi ? Très bien, merci. Je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui. DataGen a lancé un bootcamp en Analytics Engineering en collaboration avec DataBird. Le besoin en Analytics Engineering a explosé. J'observe cette tendance au quotidien dans mes échanges avec les leaders data. On a décidé avec DataBird d'unir nos forces pour créer le premier bootcamp spécialisé sur le sujet. Le bootcamp est à destination de profils déjà data analyst ou scientist, sera à temps partiel pendant 6 semaines et finançable via CPF. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, 2 options. Je vous mets le lien pour découvrir le programme détaillé en description. Sinon, vous pouvez écouter l'épisode 151 qu'on a enregistré avec le cofondateur de DataBird, dans lequel on explique plus en détail la tendance de l'Analytics Engineering et le programme du bootcamp. Est-ce que tu peux commencer par nous expliquer comment tu es arrivé lead AE chez Datadog ? Je pense que j'ai un parcours pas tout à fait classique puisque je suis arrivée à ce poste suite à une reconversion. À l'origine, j'ai fait pas du tout des études spécialisées dans la data. J'ai eu un parcours d'école de commerce avec un master en management. J'ai commencé ma carrière dans la finance comme business analyst chez Unibail-Rodamco, c'est un grand groupe d'immobilier commercial. Et puis, assez rapidement, je me suis reconvertie en tant que data analyst, un métier assez proche finalement de business analyst, chez Content Square, à l'époque une start-up. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans le monde de la tech et de la data. Ça m'a beaucoup plu. Et puis, suite à cette expérience chez Content Square, j'ai rejoint Datadog, d'abord comme data analyst, puis au fur et à mesure Analytics Engineer, parce que je voulais continuer à apprendre et à être plongée dans un environnement de plus en plus technique. Au bout de quelques mois, l'équipe data que j'avais rejoint, qu'on appelait Internal Analytics, elle a beaucoup grossi. Du coup, je me suis retrouvée manager de l'équipe Analytics Engineering. Donc j'ai beaucoup apprécié cette expérience, mais au bout d'un moment, j'ai trouvé que le côté opérationnel me manquait un peu. Donc c'est pour ça que finalement, je suis redevenue IC, donc Individual Contributor dans cette équipe. On va revenir sur donc du coup vos projets ainsi que votre stack, mais est-ce que avant tout ça, tu peux nous expliquer dans quel contexte est-ce que chez Datadog vous avez voulu commencer à mettre en place une approche Analytics Engineering et Self-Service ? Je pense qu'il y a deux éléments de contexte chez Datadog qui expliquent qu'en fait ça a été évident qu'il fallait qu'on aille sur le self-service. Donc déjà, en fait, la data, elle est très présente dans la culture même de l'entreprise Datadog, c'est dans le nom, de par son cœur de métier. Dès le début, on voulait créer une culture d'entreprise où tous les employés ils soient encouragés à utiliser la data au quotidien et facilement pour prendre des décisions pour leur travail et pour justifier leurs décisions. On avait vraiment ce but de démocratiser au maximum l'accès à la donnée. Et aussi, Datadog, c'est une entreprise en hyper croissance. Donc, du coup, il fallait vraiment pouvoir s'adapter à un nombre d'utilisateurs de plus en plus fort, enfin de plus en plus élevé. On s'est rendu compte qu'une seule équipe qui serait experte de la donnée, ça n'allait pas pouvoir passer à l'échelle pour pouvoir traiter les demandes de tout le monde. Donc, il fallait absolument qu'on évite ce goulet d'étranglement en pouvant trouver un système qui passe à l'échelle via le self-service. En plus, self-service, il y a le côté vraiment Analytics Engineering. Est-ce que tu peux nous en donner un peu plus sur le contexte sur cette partie-là ? Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que assez rapidement, après avoir commencé à mettre en place l'approche self-service, il a été assez naturel de mettre en place aussi l'analytics engineering, puisque en fait, le goulet d'étranglement ne se situait pas seulement sur analyser les données, mais aussi sur construire des nouvelles tables, ajouter des données à notre data warehouse. Pour ça, il a fallu passer de modèles de pipeline gérés uniquement par des experts, donc par les data engineers, écrite auparavant uniquement en Spark, par une approche où des personnes plus proches du métier puissent créer eux-mêmes leur table. Donc, parce qu'il y a eu au début un peu une déconnexion entre les besoins des utilisateurs et les personnes qui pouvaient vraiment créer les pipelines. C'est comme ça qu'on a mis en place notre approche Analytics Engineer pour que des personnes qui n'étaient pas forcément familières avec Spark, donc des Analytics Engineers, puissent créer des tables directement en SQL. Hyper intéressant. Maintenant, on va un peu revenir sur la mise en place de l'approche self-service. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça s'est déroulé et ce que vous avez vraiment cherché à faire avec ce self-service ? Oui, donc pour mettre en place cette stratégie self-service, on a vraiment passé beaucoup de temps à préparer le terrain.
Dans un premier temps, vraiment étudier les besoins qu'on avait pour remplacer notre outil de BI existant qui était Looker par quelque chose qui allait vraiment répondre à notre cahier des charges. On a commencé par rencontrer toutes les équipes d'utilisateurs pour comprendre ce dont elles avaient besoin et on a benchmarké les solutions existantes à l'époque. C'est comme ça que finalement on a choisi Metabase. Les raisons pour lesquelles on a trouvé que Metabase correspondait à nos besoins, premièrement, c'est un outil open source. Donc ça nous permettait beaucoup de flexibilité sur l'adapter à nos besoins. Ensuite, c'était un outil qui était assez jeune, donc on s'est dit que contrairement à Looker, on allait pouvoir influencer la roadmap du produit par rapport à notre utilisation, nos besoins, étant un gros client de cette plateforme. Et puis aussi, le gros avantage de Metabase, c'est de pouvoir répondre à la fois à nos utilisateurs très techniques, parce qu'on en a beaucoup à Datadog, avec la possibilité d'écrire directement du SQL et pour faire des requêtes, mais aussi c'est un outil qui répond aux besoins des utilisateurs les plus simples, qui ont besoin de plus d'accompagnement, avec une interface très très claire, pas du tout technique, avec des boutons très simples d'utilisation. On a d'abord étudié le besoin et ensuite on a commencé à mettre en place des reportings de référence pour les utilisateurs. On voulait vraiment construire un standard, une bonne méthodologie sur la façon de concevoir, de créer des dashboards qui sont pertinents, impactants. C'est-à-dire que les dashboards doivent être impactants pour le business, répondre à des vraies questions qui aident la prise de décision et qui soient faciles à utiliser et aussi faciles à maintenir pour des personnes qui n'ont pas créé le dashboard mais qui veulent l'améliorer dans le temps. Une dernière chose que je voudrais rajouter, c'est qu'on a aussi beaucoup pensé à l'aspect formation. Donc pour que le self-serve fonctionne bien, il faut que les employés ils aient les bonnes ressources pour comprendre comment utiliser nos outils. Donc on a créé une formation dédiée qui s'appelait Analytics Academy pour que n'importe quel employé à Datadog puisse trouver les ressources, comprendre les concepts derrière la donnée et utiliser ces données pour prendre des décisions. J'aimerais revenir sur quelque chose que tu as dit au début, c'était concernant le benchmark des solutions. Parce que moi, c'est pareil, j'aime beaucoup Metabase, c'est hyper flexible comme outil et hyper simple à utiliser. Là, ça fait déjà quelques années que vous êtes sur Metabase et maintenant, avec du recul, est-ce que vous êtes toujours content de la solution et de un peu l'orientation que le produit a pris? Ou bien est-ce que vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose d'autre vu que les technologies évoluent, maintenant il y a l'IA générative. Où est-ce que vous en êtes là-dessus? Je pense qu'avec le recul, on est assez content d'avoir choisi Metabase parce que même si au début c'était vraiment un pari, parce que c'était pas très connu, maintenant je vois que de plus en plus d'entreprises, elles utilisent Metabase et il y a eu énormément d'améliorations sur le produit. Donc je trouve que ça va vraiment dans le bon sens, que ça répond à nos besoins. Après, nous, on est très flexible, c'est-à-dire qu'on se dit si à un moment donné, on a besoin de changer pour X ou Y raison, si Metabase ne répond pas à nos besoins, surtout avec l'arrivée des nouvelles technologies, de l'IA générative, on est toujours ouvert à s'adapter, mais pour l'instant, on est assez content. Ça a bien pu suivre en fait notre trajectoire et nos ambitions. Maintenant qu'on a un peu vu cette partie self-service, on va plus parler de l'analytics engineering. Pendant la préparation de ce podcast, tu m'as dit que vous aviez commencé à utiliser DBT. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, DBT, c'est un outil open source qui permet de transformer les données via du SQL. Donc, c'est un petit peu l'outil principal des analytics engineers aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter comment cette mise en place de DBT et de l'approche analytics engineering, elle s'est passée? Dès qu'on a commencé à avoir une grosse base d'utilisateurs sur Metabase, on a eu de plus en plus de demandes forcément de créer des nouvelles tables. Donc, c'est là où mettre en place DBT a été très important. Contrairement à Metabase, il y a eu une grosse phase de migration. Donc, pour faire cette migration, on a procédé en 2 temps. Premièrement, une phase de test, en fait, pour bien s'assurer que ça correspondait à nos besoins, ça allait résoudre nos problèmes. Donc, on a lancé un POC, donc un Proof of Concept, sur un set de données isolées du reste. Par exemple, chez Datadog, on a des données de recrutement qui sont très isolées du reste des données business. Et on a pu, comme ça, migrer l'ensemble de ces données recrutement de Spark à dbt. Ça nous a permis, par exemple, de tester quels sont les standards, les conventions à mettre en place très concrètement dans le projet, les erreurs à éviter, quel serait concrètement le process de création des modèles. On a travaillé avec des utilisateurs tests, justement, dans ces équipes, et essayé de mettre en place une amorce de training efficace. Et une fois qu'on a validé le POC, là, on a décidé d'étendre au reste de nos données. On a pu le faire de façon plus organisée grâce aux apprentissages du test. On n'a quand même pas décidé de tout migrer de Spark à dbt, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait certains gros datasets qui pouvaient profiter des avantages de Spark en termes de coût, en termes de performance. Donc, il ne s'agissait pas de tout migrer absolument de Spark à dbt, mais la grosse majorité des use cases aujourd'hui sont couverts par dbt. Donc, si on fait un point là de la stack,
Vous êtes passé donc de Spark à dbt pour la transformation, tout en, comme tu dis, gardant quelques datasets sur Spark et de Looker à Metabase pour la partie visualisation. Mais est-ce qu'il y a d'autres outils, qu'on n'a pas mentionnés? Dans cet écosystème self-service, on s'appuie aussi par exemple sur Airbyte. C'est un outil qui permet d'utiliser des connecteurs existants vers des sources de données. Ça nous permet vraiment de nous concentrer sur la partie configuration de ces connecteurs et de pas créer et gérer nous-mêmes des connecteurs qui ont déjà été créés par d'autres. Sur la partie orchestration, on utilise une plateforme développée en interne, mais qui repose toujours sur des outils open source comme Luigi, Airflow et Spark. Maintenant, on va un peu prendre du recul sur tous les projets que tu viens de nous décrire. Quels ont été les plus gros challenges que vous avez rencontrés avec ton équipe? Je dirais qu'un des gros challenges que j'ai en tête, c'est vraiment la priorisation. Donc pendant qu'on a mis en place le self-service, forcément, on avait beaucoup de demandes et avec des ressources limitées. On s'est vraiment posé la question de comment traiter toutes ces demandes, lesquelles traiter en priorité. Et nous, notre stratégie, ça n'a pas été de prioriser certaines équipes par rapport à d'autres. On s'est vraiment plutôt concentré sur l'impact des projets en eux-mêmes et de traiter toutes les équipes de la même manière. Donc on a essayé au maximum de travailler sur les use cases les plus généralisables qui impactaient le plus de monde et traiter par la suite les demandes un peu plus spécifiques. Et un deuxième gros challenge qu'on a eu, c'est vraiment la diversité des utilisateurs qu'on a à Datadog. Parce qu'on a à la fois des utilisateurs très très techniques, beaucoup d'ingénieurs qui utilisent nos outils et donc qui ont besoin de features très avancées, mais on a aussi beaucoup d'utilisateurs beaucoup moins techniques et qui ont besoin de plus d'accompagnement et plus d'interfaces faciles d'utilisation. Je pense que c'est un peu pour ça que finalement on a décidé de changer notre organisation et de passer de plus en plus sur une organisation décentralisée pour pouvoir vraiment nous adapter à cette diversité d'utilisateurs. J'ai l'impression que l'organisation, en soi, ça a été un vrai challenge et donc je serais un peu curieuse de savoir, qu'est-ce que tu entends par, décentralisation et si jamais tu pouvais nous en dire plus sur cette nouvelle organisation que vous avez, aujourd'hui? Au début, quand j'ai commencé dans l'équipe, c'était une équipe data 100% centrale. Et puis au fur et à mesure, on est passé à une équipe 100% décentralisée. Ça a été un mouvement qui a été très très progressif. Donc en fait, au début, on s'est rendu compte que malgré le côté central de notre équipe, on avait besoin de relais dans les départements qui étaient experts de leur métier, de leur domaine, de leurs besoins, et qui nous aidaient à prioriser les demandes. Et au fur et à mesure, on a aidé les départements qui avaient le plus de besoins à recruter leurs propres data analysts qui étaient spécialisés et dédiés à leur équipe. Et comme ce modèle fonctionnait bien, aujourd'hui, on a une orga qui est complètement décentralisée avec une trentaine de data analysts qui sont répartis dans les différents départements. Donc, par exemple, le département produit, département engineering, département customer success. Ces data analysts, ils sont dédiés à ces équipes, ils sont en lien direct avec les utilisateurs finaux, ils récupèrent leurs besoins et ils sont full stack, c'est-à-dire que non seulement ils s'occupent du reporting, de l'analyse ad hoc des données, mais ils s'occupent également du maintien des data modèles, la création de nouveaux modèles, etc. Et ils s'appuient sur nos outils, les outils fondamentaux qui sont partagés et les standards partagés à toutes les équipes. Tu m'avais aussi parlé de la notion de guilde, donc d'équipe un petit peu, transverse, qui réunit par exemple tous les data analysts, tous les data engineers. Avec la décentralisation de l'organisation, il y a aussi le risque que ces data analysts ils soient de plus en plus en silo et qu'ils travaillent séparément et qu'ils commencent à se sentir isolés et aussi à être pas alignés sur les bonnes pratiques, les informations, etc. Donc on a vraiment voulu préserver une très forte collaboration et créer une vraie communauté soudée, donc via le concept de community guild qu'on a à Datadog, qui est un peu une façon formelle de créer une communauté, avec des membres actifs qui animent la communauté, avec des référents sur certains sujets, pour faire en sorte que même si les data analysts sont répartis dans des équipes distinctes, ils peuvent partager les informations, ils peuvent se soutenir, avancer ensemble dans leur carrière aussi, ça c'est très important, et travailler sur des projets transverses. Aujourd'hui, si on prend du recul, est-ce que tu es satisfaite du résultat de l'approche Analytics Engineering et Self-Service? Je dirais que oui, je suis assez satisfaite quand je vois les résultats qu'on a eus puisque on a quand même pu passer à l'échelle et ça fonctionne, assez bien aujourd'hui. On a mis en place un système qui a été bien conçu dès le début, qui fonctionnait au début pour, 1 000 utilisateurs et qui continue de fonctionner aujourd'hui pour plus de 6 000 utilisateurs et non seulement ça fonctionne bien, mais on peut continuer à ajouter de plus en plus de fonctionnalités
de plus en plus de données. Donc oui, je suis contente que ça ait payé dans le temps, cette stratégie où on a vraiment pris notre temps pour bien définir les besoins. Et je le vois aussi par le fait qu'on a vraiment pu passer de manière très fluide de cette organisation centralisée à une organisation décentralisée. Ça s'est fait vraiment assez naturellement. Donc ça veut dire que l'expérience utilisateur, elle était assez intuitive. Et aussi, je suis fière qu'on a recruté des data analysts uniquement sur leurs compétences analystes. Et ils ont pu maintenant avoir la double casquette data analyst, analytics engineer. Ils sont, je pense, armés pour adresser les prochains challenges qu'on va avoir avec l'IA générative, etc. Puisque finalement, c'est moins les compétences qu'on a aujourd'hui à l'instant T, mais comment on va s'adapter, comment notre organisation et notre apprentissage va s'adapter aux nouvelles technologies. On va passer sur un peu la dernière partie de notre entretien. Il y a quelque chose qui m'a particulièrement intéressée dans ton parcours que tu nous as décrit au début. C'est le fait que tu es récemment, donc, du coup, passé de manager à individual contributor en devenant donc software engineer. Qu'est-ce qui a motivé ton choix de quitter le management pour redevenir, du coup, IC ? C'est vrai que j'ai voulu vraiment compléter mon expérience managériale parce que j'ai fait une formation d'école de commerce. J'ai commencé ma carrière dans complètement un autre domaine. Donc, j'avais vraiment envie de compléter cette expertise avec une expertise plus technique. Depuis le début, j'ai vraiment envie de mieux comprendre les contraintes techniques derrière ce que j'utilise, comment les outils sont construits, comment la donnée, elle arrive dans le data warehouse pour que je puisse l'utiliser. Et au fond, savoir un peu faire les choses moi-même plutôt que de devoir dépendre de l'expertise des autres. Et je me dis que si je suis amenée à monter ma propre entreprise ou à rejoindre une entreprise plus petite où j'ai besoin d'être plus polyvalente, ça va être très intéressant de mieux comprendre moi-même la faisabilité technique des idées. Alors maintenant, une petite question sur des recommandations de contenu. Est-ce que tu as des contenus un peu type data à recommander à nos auditeurs ? Moi, je recommanderais un podcast qui s'appelle Data Skeptic. C'est un podcast en anglais. Le concept du podcast, c'est d'aborder des sujets autour de la data science, mais avec des chercheurs. Ça permet de relier des questions du quotidien avec la théorie scientifique derrière, et de ça de façon assez agréable. Donc, par exemple, il y a un épisode sur la détection des fake news dans les réseaux sociaux. Et donc, le chercheur va vraiment expliquer comment l'algorithme il fonctionne, mais de manière très pédagogique. C'est une façon agréable d'aller en profondeur sur ces sujets data science. On mettra ça en description de la vidéo. Et donc, enfin, pour terminer, qu'est-ce que tu aimes dans la data ? Je pense que, paradoxalement, ce que j'aime dans la data, c'est le côté créatif. Je pense que la valeur des données, c'est vraiment dans le travail d'interprétation. Enfin, c'est ce que j'ai observé quand je suis devenue data analyst. On peut avoir un tas de données, mais des données brutes, sans contexte. Ça va pouvoir avoir peu d'intérêt. On va pouvoir lui faire dire tout et n'importe quoi, à mon sens. Donc, par exemple, quand je travaillais chez Content Square, je travaillais sur un tas de données navigation web, donc analyser les clics, les passages de souris sur une page web. Et le but, c'est vraiment de pouvoir comprendre quelle était l'intention de l'utilisateur, son état d'esprit sur la page web. Par exemple, si on observe qu'un utilisateur va faire des allers-retours entre deux pages d'un site internet, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment l'interpréter ? Est-ce que c'est parce qu'il a bien compris la page, il est très intéressé, donc il revient en arrière ? Ou est-ce qu'au contraire, il est vraiment perdu sur l'interface ? Et donc, finalement, comprendre ces données-là, c'est vraiment interpréter, c'est formuler des hypothèses sur le contexte et pour trouver l'information qui se cache derrière juste des données brutes. Et du coup, c'est ça que je trouve passionnant avec la donnée. Merci, on va finir là-dessus. Je te remercie d'être venu partager ton expérience ici sur le podcast. Il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui qui sont en transition vers ce côté self-service et analytics engineering, donc je suis sûre que toute ton expérience pourra vraiment être utile à beaucoup de personnes. Je te remercie beaucoup. Merci Marguerite. On a créé un dossier dans lequel on a listé les 40 chantiers data et IA à lancer en 2025. Dans chaque épisode, je demande aux invités quelles sont leurs prochaines étapes, les prochains projets qu'ils vont lancer. On les a centralisés dans ce dossier. Pour le recevoir, il suffit de s'inscrire à la newsletter. Je vous mets le lien en description.